Vous écoutez Profil sur Arte Radio. Dès que je suis assise derrière mon tambour ou sur mon tambour, je sais que c'est ma place dans l'univers. C'est là que je sens mes racines, c'est là que je sens que tout est à sa place. C'est une espèce de magie première qui fait que tu as l'impression que tu es au bon endroit. Le goka peut être un outil qui peut nous permettre de faire peuple, qui exprime ce que nous sommes. On se sent bien et on se sent surtout guadeloupéen. Et quelque chose qui vous donne le sentiment d'être enraciné. C'est quelque chose qui vous pénètre profondément. Celui qui n'a pas de pouvoir, mais il se réfugie dans ce qu'il peut contrôler. Le chant, le goka, tout ça, ce sont des refuges. Refuges des sans-pouvoir. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 68, Tambour battante. Un dimanche matin de juin, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Les rues sont désertes, le temps semble suspendu. J'avance dans la cité Bergevin, la porte d'entrée d'un des bâtiments colorés est entr'ouverte. Il s'en échappe les rires de femmes et d'enfants, accompagnés de quelques rythmes de tambour. Je sais que je suis arrivée au bon endroit. C'est ici que répètent les Fan Kika, un groupe de femmes danseuses, chanteuses, musiciennes et joueuses de tambour. Un groupe de goka. Toutes me l'ont répété. Le goka, c'est l'âme de la Guadeloupe. Il a été créé par les personnes esclavisées, perpétuant ainsi les musiques d'Afrique. Le goka était un moyen de fuite, d'évasion et de communication, joué parfois en cachette, malgré les interdictions. Plus tard, il restera mal vu, notamment par la société blanche. Il était alors associé aux populations pauvres et rurales de Guadeloupe, avant d'être remis en avant et réapproprié par les mouvements indépendantistes. Depuis une vingtaine d'années, le goka est de plus en plus joué par des hommes et des femmes de tous âges, avides de retrouver leurs racines. De nombreuses écoles ont été créées, comme l'Académie d'Uka, dans les locaux de laquelle se retrouvent les Fan Kika aujourd'hui, dans une grande salle de danse avec parquet et miroir, et tout au fond, des dizaines de tambours. Souvent, le goka est joué lors des léos, des assemblées nocturnes, lieux de rassemblement et de résistance, qui ont lieu encore aujourd'hui, les vendredis et les samedis soirs. Même si les choses tendent à changer, la plupart du temps, dans les léos, les femmes dansent, parfois font les chœurs, mais ce sont les hommes qui chantent en lead, en solo, et jouent du tambour. Les Fan Kika, elles, font tout, sur les scènes et dans les léos. Sur leur site internet, les photos de leurs tenues chatoyantes et de leurs visages rayonnants débordent de l'écran. J'ai voulu en savoir plus sur le parcours et les combats de ces femmes lumineuses. Je suis allée rencontrer Marie-Hélène, Soad, Maggie et Ena pour ce premier épisode d'une série de 3 podcasts à soi consacrés à la Guadeloupe.
Alors les oulélé, là, ce sont des onomatopées que l'on retrouve beaucoup dans nos chansons. Et puis c'est la suite, c'est le combat que tu cherches. Tu nous cherches querelle, mais n'oublie pas que nous ne sommes pas seuls. Alors moi je suis Marie-Hélène Lomino. J'aime bien dire que je suis de Marie-Galante parce que c'est Marie-Galante qui m'a appris à affronter la vie sans en avoir peur. Marie-Galante, c'est un îlot. Et là où j'ai été élevée, dans une cour avec des personnes qui n'étaient pas très riches, même si nous, on arrivait chez nous à manger à notre faim parce que ma mère elle travaillait, etc. On est amené à se lever tôt pour prendre le bateau. On est amené à prendre le bateau seul. Je crois que Marie-Galante m'a appris que la vie n'est pas simple et qu'il faut être fort pour l'affronter. Ma maman, elle était secrétaire en milieu hospitalier. Mon père, c'est quelqu'un que je connaissais. C'est quelqu'un qui faisait des incursions dans ma vie. Je savais qu'il existait. De temps en temps, je recevais quelque chose. De temps en temps, je le voyais venir, mais ce n'est pas quelqu'un sur qui je pouvais compter. C'est ma mère qui nous a élevés. C'était une femme qui vivait seule, avec 6 enfants à charge, plus mes 2 cousines qu'elle avait adoptées. Ma mère qui a fait vraiment le maximum, qui s'est trop sacrifiée. Elle s'est complètement oubliée pour nous élever. Parce que c'est ce que la civilisation judéo-chrétienne nous a apprises. Et encore plus quand on est sur un îlot comme Marie-Galante, c'est encore plus appliqué parce qu'on a le regard des autres. Et ça m'a fait réfléchir au sacrifice maternel. Moi, je suis contre. Parce que moi, quand j'ai eu ma fille, j'ai une fille, j'ai dit, bon, c'est une part pour moi, une part pour elle. J'avais une grand-mère, née en 1907, elle s'appelait Eliane, nous l'appelions Mandoudou. Elle me disait qu'elle avait la chance d'avoir été scolarisée parce que de son temps, quand les parents le pouvaient, ce sont les garçons qui avaient la faveur de l'instruction et pas les filles. Mais comme son père fréquentait des gens de la ville, son père les a scolarisés, elle et sa grande sœur. C'était quelque chose d'exceptionnel dans la vie des femmes qui ont vécu à la campagne. Et ma grand-mère avait son certificat d'études, donc elles se sont dit qu'elles quittent la campagne et qu'elles viennent chercher du travail en ville, quoi, pour s'urbaniser. Elles viennent urbaniser leur vie. Et en fait, son destin l'a rattrapée puisque leur mère est morte prématurément, elles avaient 20 ans. Le père les a obligées à revenir à la campagne au décès de leur mère pour s'occuper d'un petit frère de 6 ans. Elles ont laissé leur travail, une qui travaillait dans un bureau, une qui travaillait dans un commerce. Et ma grand-mère a regretté ça toute sa vie. Et donc, elle nous disait, travailler à l'école, travailler. Et moi, j'ai toujours beaucoup suivi ça. Moi, j'étais brillante élève. J'ai pas fait d'études quand j'ai passé le bac, parce que j'étais amoureuse, je voulais me marier. Donc, je me suis mariée et tout. J'ai eu ma fille. Et puis après, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, il faut que tu fasses quelque chose, parce que moi j'aimais beaucoup l'école. Et à 30 ans, j'ai repris mes études en histoire au sein d'un groupe qui avait été mis en place pour les salariés. Et j'ai fait mes études de manière discontinue parce qu'il fallait élever ma fille, il fallait vivre, il fallait travailler, il fallait tout ça. Voilà, donc j'ai passé le concours du CAPES. J'ai été donc professeur d'histoire géo au collège, puis au lycée. Et ma fin de carrière, ça a été donc à l'Université des Antilles. Et j'ai pu enseigner les musiques traditionnelles, enseigner le gwoka, tout ça, à l'université pendant 2 ans malheureusement, puisqu'ils ont fermé la licence des arts. Voilà. Ça serait bien qu'on prenne à Désirade, Marie-Hélène, ça serait bien qu'on prenne à Désirade. J'ai connu le gwoka quand j'étais enfant à Marie-Galante. Donc, je faisais partie d'une association culturelle qui nous faisait faire du gwoka en tant que danseuse. Mais j'ai découvert vraiment le gwoka les années 80. Je l'ai découvert lorsqu'on allait devant le tribunal accompagner toutes ces personnes qui étaient traduites devant la justice parce qu'elles étaient impliquées dans cette lutte armée pour lutter, réclamer l'indépendance, avec le slogan « casse-code ». Il faut casser la corde, il faut s'émanciper. Et donc, ces personnes qui étaient impliquées là-dedans, on allait les soutenir. Et là, j'entendais des chansons pendant le procès ou alors en attendant qu'ils arrivent. Et à ce moment-là, j'ai compris que le gwoka était un espace de résistance, était une force pour les gens qui étaient en lutte. Yo barré soleil, yo été l'ombrage en Guadeloupéen, nous peut pas arrêter. 6 ans l'ombrage a yo baissé, ça y est. Semblait
En commandé, il répondait, semblez, toujours ouvert. Soleil là qui éclairé là, c'est que soleil à Guadeloupe. Répond à la reprise, semblez, toujours ouvert. Soleil là qui éclairé là, c'est que soleil à Guadeloupe. Semblez. Début années 80, fin 79, j'arrive chez Mansoso. Elle avait un café. C'est un lieu vraiment très, très, très convivial. Mansoso, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, qui recevait les gens de tous âges. Tu arrives, c'est Mansoso, Maman Soso. Il y a même des gens qui l'appelaient Maman Soso. Quand on venait, on garait nos voitures assez loin, puisque chez Mansoso, il y avait encore des champs de canne, un peu. C'était vraiment la campagne. Et moi, de loin, j'entends tout le monde chanter. Ça, c'était magique. J'entends tout le monde chanter. Et à mesure qu'on avance, on voit les gens, des gens que je ne connaissais pas et qui jouaient. Des gens qui dansent, des gens qui chantent. Arrivant les oisaillots. Oh, dédé, oh là là, allez crier, les répondait, les oiseaux. Cette chanson-là, c'est l'une des plus anciennes chansons du Goura. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Si moi t'ai ni l'argent t'ai qu'à acheter, habitation les oiseaux pour t'embrouiller. Les oiseaux qui est une assemblée nocturne au tambour, réunissant chanteurs, danseurs, tambouillés autour d'une assistante, autour d'un public participatif et qu'on appelle l'assistance. C'est ça le léos. Le léos, il commence en soirée et il peut se poursuivre jusqu'à l'aube. C'est là que je chante pour la première fois. Moi, je suis devenue quelqu'un d'autre. Dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans les lieux que je fréquente. J'ai cherché à écrire, j'ai cherché à apprendre, j'ai cherché à... Bon, quand je m'habille, j'ai eu l'impression d'être une femme noire. Je parle beaucoup plus créole, beaucoup plus facilement. Ce moment-là m'a appris à écouter les textes. C'est qu'un béret, frère, qu'un béret surtout pas molli. Qu'un béret surtout pas tremblé, qu'un béret surtout pas tremblé devant monsieur là, qu'un béfouette là. Tiens bon, ne faiblis point devant le monsieur qui tient le fouet, c'est-à-dire devant le colonialiste, quoi. Les populations mises en esclavage n'avaient pas de nom. On les appelait par leur prénom ou bien par un surnom. Quand l'abolition de l'esclavage est arrivée, il fallait inscrire les gens sous des registres. Il fallait leur donner une identité. Donc, l'administration coloniale a décidé de leur donner un nom. Il fallait donc qu'ils aillent en mairie chercher leur nom. Toi, tu portes encore ce nom? Je porte encore ce nom, Lomuno, qui me suivra toute ma vie. Puisque Lomuno, c'est le nom de Gertrude. Celle qui allait chercher le nom Lomuno, elle s'appelait Gertrude. Elle avait environ 62 ans. Elle est allée avec ses 3 fils. Et tu lui dis, nous lui avons attribué le nom de Lomuno. Ça serait tellement plus respectueux de notre humanité de lui dire, mais quel nom vous voulez prendre? Elle aurait dit, ah, moi, comme j'aime beaucoup l'air, appelez-moi Zeb. Soit disant que l'esclavage est aboli, mais c'est toujours celui qui vous a mis en esclavage qui choisit votre nom. Ils ont appelé des gens pain d'épices. Vous appelez quelqu'un salope, la famille salope. Les gens ont changé un peu leur nom, mais vous l'appelez comme ça? Où est la réparation de cette chose-là? Parce qu'il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'entreprise de réconciliation, il n'y a pas eu... Donc on ne peut pas avancer et on ne peut pas avancer ensemble. On nous a fait des départements, le pouvoir économique, il est resté entre les mains des fils des anciens propriétaires. Ils ont tout. Nous sommes restés les dominés. On nous fait des départements, mais on reste en situation de mal développement. Comment voulez-vous qu'on puisse guérir de cette blessure? Quand je chante, il y a tout ça.
Justice pour Guadeloupe. Justice pour Femme Guadeloupe. Justice pour Olivier. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. Justice pour Jeunesse Guadeloupe. Justice pour pays en nous. Je suis Maggie Luther, alors j'ai 48 ans. Puis dans Femme Kika, je chante. Mes parents ne sont pas musiciens, mais ils écoutaient quand même pas mal de musique. Et nous, par contre, on a fait de la musique très tôt. Un parcours, on va dire, académique, plus classique. On a fait du solfège. Moi, j'ai fait du violon. Par contre, la rencontre avec le Gros-Ka, ça s'est fait plus tard. Ma sœur, d'abord, elle est tombée amoureuse du Gros-Ka au début de ses études et puis après, je l'ai suivie. Alors déjà, elle allait souvent à la Piétonne à Pointe-à-Pitre, donc c'est là où les groupes Wakioka jouent tous les samedis midi. Et c'est un lieu un peu de rassemblement aussi pour les personnes qui passent faire leurs courses et puis qui veulent écouter donc du Gros-Ka et on rencontre tout le monde. Et moi, j'aimais bien cet endroit-là. Donc c'est à partir donc de la Piétonne que j'ai commencé un petit peu à écouter. Puis ce qui m'a aussi frappé, c'était que c'était donc des voix de l'âme qui sortaient. C'était pas des voix qui avaient été travaillées dans des écoles de musique, etc., mais qui ont une puissance, qui disent quelque chose. Quand ça sort, ben voilà, il y a l'histoire de la personne aussi qui passe dans la voix. Et puis aussi, c'était cette sensation de découvrir une Guadeloupe que je ne connaissais pas en fin de compte. On a toujours été élevés dans l'idée qu'on était des Africains et qu'on faisait partie donc d'un ensemble panafricain. Même dans les musiques que ma mère écoutait, même que mon père, dans la littérature, dans le cinéma, les références étaient des références aussi du monde africain. Donc, par contre, sur la Guadeloupe en elle-même, finalement, cette Guadeloupe-là, donc du Gros-Ka, cette Guadeloupe qui défend cette musique traditionnelle, qui a ces armes-là pour lutter, je la connaissais peu. Moi, c'est Enaï Luther, la petite sœur. Donc, je suis chanteuse, répondaise, donc je fais les chœurs. Et puis, la danse. En 99, en revenant de ma première année d'études en France, pendant les grandes vacances, une élève de maman l'invite chez son oncle pour écouter un petit coup de tambour. Et là, c'est le coup de foudre, hein. C'est ça, on ne s'est plus jamais quitté. Tout a tourné autour de ça. Chercher à comprendre, chercher à connaître, approfondir et rentrer petit à petit et faire corps avec. À ce moment-là, j'étais à Paris, mais c'était l'exil. Hein. J'ai pas tenu d'ailleurs. J'ai fait 2 années. 2 années et c'était avoir l'impression que les meilleurs moments de ma vie, je les donnais à l'extérieur et je ne les consacrais pas à connaître qui nous sommes. Nous, en tant qu'Africains guadeloupéens, toujours la question de l'histoire de l'asservissement des Africains et de la colonisation qui est toujours là. En fait, quand on est à l'école ici, on peut passer toute sa scolarité ici sans apprendre quoi que ce soit du pays. On a eu quand même quelques enseignants, dont ma mère, qui nous ont, au moins en littérature, fait connaître certains classiques, je dirais, de la littérature caribéenne et africaine, mais c'est très anecdotique. Et donc, l'école ne nous apprend pas qui nous sommes. Et donc, là, on part et on a besoin de savoir qui on est. Et quand on revient, on trouve le Gros-Ka et ça, c'est génial. En tout cas, c'était l'expression de l'Afrique. Alors, pas de naïveté. C'est un monde avec ses travers, avec ses douleurs, ses méchancetés. C'est pas ça, mais c'est l'expression la plus profonde de la perception du monde, de la vision du monde africaine en Guadeloupe. Il y a ce chant, ce canadien africain, pas pleurer maman, ah waya waya waya, ah waya waya waya, c'est l'expression des pleurs. Donc c'est la déportation, c'est la douleur de la déportation. Il y a des énergies qui circulent, qui habitent à la fois l'assistance, à la fois les pratiquants, les danseurs. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a aussi la présence des ancêtres en permanence, ces esprits qui passent. C'est un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible.
On ne sort pas indifférent, en fait, de cette rencontre-là. Je pense qu'en tant qu'Africains déportés, en fait, on est des traumatisés, des fois sans le savoir, et des traumatismes qui passent de génération en génération. Si on ne fait pas un effort de reconstruction, de recherche de l'histoire, sur l'héritage, on est égaré et on élève des égarés également. On peut retrouver ce qui nous a été pris en réhabilitant l'héritage là, en se retournant vers la terre sur laquelle on a échoué. Et puis effectivement, après le retour à l'Afrique, mais on peut retourner en Afrique sans y mettre les pieds. Voilà. Donc le retour sur ce qu'on est, il peut se faire n'importe où. Je trouve que le Gwoka est porteur d'espoir. Un sentiment aussi un peu d'apaisement. Quand on va dans un Lewis, on se sent enfin chez nous. On se sent chez nous, on se sent bien. Ça nous aide à mieux trouver notre place et notre utilité dans cette société-là. Parce qu'effectivement, c'est une société qui est violente dans sa structure. Il n'y a pas de souveraineté politique pour les Guadeloupéens. Il n'y a pas donc d'égalité citoyenne. Ces violences-là, on les vit au quotidien, tous les jours. La violence par rapport à la vie chère, la chlordécone, la violence par rapport à l'eau. Il y a beaucoup de coupures d'eau parce que le réseau est insalubre et la chlordécone, c'est un pesticide qui a pollué toute la Guadeloupe. Et c'est surtout des scandales d'État. C'est une mauvaise gestion du bien public et pour lesquels il n'y a aucune aide. Qu'est-ce qu'on a alors? Oui, on le dit, on le dénonce et tout, et puis point barre. Et donc, avoir donc des espaces où on peut ensemble le dire, le chanter, le crier et dire que ce n'est pas normal, pour ne pas avoir l'impression d'être complètement fou dans une société, mais ça, c'est déjà un grand espace donc de liberté de pouvoir le faire. Oui, effectivement, on a des violences structurelles, oui, on a des problèmes de santé mentale, oui, on a tout ça, mais on a surtout une résistance folle. Une résistance folle quand on voit l'histoire de l'esclavage et on voit que qu'on est quand même encore un peuple majoritaire démographiquement, mais c'est une résistance très folle. Et donc c'est ça qui est porteur d'espoir et c'est ça qui pour nous doit nous aider et surtout à toujours continuer de combattre et à espérer avoir le meilleur pour nous et pour nos enfants. Je m'appelle Sohel Magin, je suis macaise. C'est percussionniste de Gwoka et c'est le rôle qui est consacré à traduire les pas du danseur en phrases musicales et à jouer avec le jeu du danseur et accompagner les chanteurs. Donc c'est un peu le tambour central, voilà, qui improvise. Donc musicienne, accessoirement professeur aussi, de philo et de lettres, mais avant tout macaise. Et tu t'occupes aussi de ton papa, je vois, parce qu'on est chez lui, là où vous habitez ensemble. On est ensemble, oui. Il a un Parkinson, donc j'avais pris la décision de m'installer avec lui. Moi, j'ai été élevée par mon père célibataire, donc ça me semble logique, quoi. C'est vraiment pas un gars embêtant. Mon père est guadeloupéen, il est parti de la Guadeloupe à 14 ans, et il a mis très longtemps avant de pouvoir revenir. Mon père était prof de maths, et il voulait obtenir une mutation pour rentrer au pays, et ça ne s'était pas fait, donc pendant longtemps, il a enseigné autre part, dont le Congo, et donc moi, j'ai passé les premières années de ma vie à Brazzaville. Après Brazza, on a passé 3 ans en France. Et après les 3 ans en France, on est venu en Guadeloupe. Mon grand-père était secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Ma grand-mère était une des 3 fondatrices de la Ligue des femmes de Guadeloupe. Je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle parce qu'elle est morte avant que je naisse. Elle a eu quand même 13 enfants, mon père étant l'aîné. Et par contre, mon père m'a enseigné d'elle le discours féministe. Dans son éducation, papa n'a fait aucune différence entre mon frère et nous, quoi. Moi, chaque fois que j'ai été renvoyée à ma condition de femme, c'était la société qui me le renvoyait à la tête. Je me disais, mais le monde ne tourne pas rond, ça ne tourne pas comme à la maison. J'ai un papa extraordinaire et amoureux de la musique. Et donc, il nous a toujours plongés dans les musiques traditionnelles, que ce soit au Congo et puis surtout en Guadeloupe. Dès qu'on est arrivé, il nous a plongés dans le monde de la ronde traditionnelle. C'est le monde de la nuit, du Gwoka. À l'époque où papa nous emmenait, c'était un monde un peu caché, les adultes ne disaient pas trop qu'ils y allaient. Ça a toujours été très mal vu, parce que c'est une musique de résistance.
On a une culture aussi très croyante et l'Église a vraiment interdit ça pendant longtemps. L'Église interdisait à des gens de veiller les morts avec des tambours, par exemple. Donc, l'instrument était vraiment diabolisé et il a fallu attendre les années 60 pour que les militants se réapproprient l'instrument. Mais encore dans les années 90, c'était pas tabou, mais c'était pas bien vu. Moi, quand mes professeurs apprenaient que j'étais dans un léoise la veille, ils ouvraient des gros yeux. Ils disaient comment ton père t'emmène là, dans ce lieu de débauche. Enfin, bon, voilà. Alors que bon, c'était de la musique et du rhum, mais il suffit de pas toucher au fond de rhum. Tous les vendredis, on rentrait de l'école. Une fois qu'on avait goûté et fait nos devoirs, il fallait aller dormir tout de suite. Donc à la tombée de la nuit, à 18h, on était au lit. Et papa nous réveillait à 23h. Et on allait en voiture. Il avait entendu parler d'un léoise quelque part. Et il disait, bon, on lui avait dit, il y a un léoise à tel endroit, tout ça. Mais c'était jamais très clair. Donc il fallait toujours un peu chercher le son où ça se déroulait. Donc il fallait toujours un peu partir à l'aventure. On suivait les chemins de campagne, on éteignait le moteur, on écoutait, ah, ça vient de là. Et ça a toujours été magique. Déjà, les odeurs dans la nuit n'ont pas la même dimension. Même le son chez nous ne se répand pas de la même façon. Dans l'Hexagone, quand je suis partie étudier, ça m'a choquée. Quand je jouais dans la rue, ça n'a pas du tout... Le son ne se diffuse pas pareil. Et je trouve que c'est pareil pour les odeurs. Tu sais, l'odeur de Périgord, la terre mouillée, les grenouilles qui chantent, il y a vraiment une espèce d'atmosphère cocon. Tu es dans des volutes comme ça, tu sais pas l'odeur de qui tu respires, mais tout le monde est là en même temps. Et tu as une espèce de magie qui fait corps, en fait, où tout le monde est là et tout le monde respire ensemble. Voilà, c'est un moment de communion. Tu comprends pas tout, mais tu sais que tu y appartiens, en fait. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants à l'époque qui traînaient dans les soirées musicales. On a eu cette chance-là. Et on se passionnait pour les acteurs du milieu, quoi. On voyait tel soliste, on était fans, on avait nos stars. Enfin bon. Moi, quand j'avais des copines qui étaient fans de Michael Jackson et tout, moi j'avais mes posters avec mes percussionnistes, quoi. Ma sœur et moi, on s'est mis à la danse, puisque tout de suite on a vu les grandes jupes, les robes, tout ça, on voulait les mêmes. Et mon frère s'est mis aux percussions. Ma sœur était très très douée. Alors moi j'avais 9 ans, donc elle avait 6 ans. Très vite, j'ai compris que je décollerais très mal du sol et je me suis mise à la percu en dépit parce que mon frère avait besoin de quelqu'un qui lui fasse la base rythmique pour qu'il puisse s'entraîner à suivre les danseurs. Parce que très vite, il a tellement excellé qu'il est devenu soliste. Et donc je m'y suis collée, quoi. Donc le premier qui m'a entraînée, c'est mon frère. Bizarrement, je n'aimais pas le tambour. De faire les rythmes pour mon frère, je le faisais fraternellement, on va dire, mais passer la première demi-heure, j'en avais marre. Pendant des années, j'ai joué plus par devoir que par envie, et il a fallu que je me pète un bras pour que je me rende compte que j'aimais ça, en fait. Très vite, j'ai fait les léoises, donc je faisais les rythmes, base rythmique. Après, je mettais au soliste. Après, les danseurs te testent, voilà. Donc, tu traduis les pas et puis tu fais ton train comme ça. Donc, de l'âge de 14 jusqu'à 18 ans, j'ai fait les 400 coups avec 400 léoises possibles. Il y a des fois, on faisait 4 léoises dans la même nuit. Enfin bon, c'était tout ça en stop, bien sûr. C'est un chemin de croix de faire en sorte que les tambours se féminisent. Il y avait très peu de pionnières. J'en ai croisé 2 qui étaient déjà adultes quand moi je commençais. Dans les léoises et dans les rondes, les femmes ne jouent pas habituellement, les femmes ne jouent pas de tambour. L'argument complètement insipide de il ne faut pas s'asseoir sur le tambour. Moi, on m'a déjà sorti que c'était pas bon, les vibrations pour l'appareil génital féminin. Enfin, je leur ai sorti, vous êtes sérieux ou voulez qu'on parle de vos attributs extérieurs, sérieusement, quand vous asseyez dessus, vous voulez qu'on en parle? Le fait que sur un homme, c'est lambda, mais sur une femme, tout de suite, c'est trop sensuel. Les anciens qui me voyaient jouer, qui avaient genre l'aide de noblesse, m'encourageaient. Et une seule fois, un chanteur proche de ce chanteur-là a essayé de m'interdire de jouer dans un léoise et il n'a pas pu puisque quand il m'a dit de me lever du tambour, le public lui a dit d'arrêter son délire et donc il a posé le micro et il est parti.
en 2018, nous avions, avec des amis musiciens, monté un collectif et décidé d'organiser un concert. Et à l'occasion de ce concert, il y a un chanteur qui monte pas parce que je suis sur scène, sur le tambour. Il demande à un musicien en coulisses de me sortir de scène. Le musicien refuse. Il demande à un deuxième musicien de me sortir de scène. Le musicien refuse. Et donc, il s'en va en claquant la porte. Ce chanteur-là a publié une longue diatribe pour expliquer pourquoi est-ce qu'il refusait de jouer avec une femme au tambour, quoi. Et puis, je te passe les insultes. Ça fait mal de le lire. C'est-à-dire que vous travaillez toute votre vie pour qu'on dise pas ça de vous, et un jour, vous le voyez publier, quoi. Au niveau identitaire, ça fait mal aussi, parce que je suis afrodescendante, mais je suis fille de métis, je suis sortie très claire de peau, et donc dans la rue, effectivement, on prend pour une touriste. Voilà. Donc les gens qui me connaissent pas, quand ils me voient sur un tambour pour la première fois, ils peuvent se dire, bon, bah, c'est une métro qui vient, qui joue du tambour et tout. Et clairement... Le métro, c'est métropolitaine. Métropolitaine, oui, voilà. Dans le courrier, il y avait marqué ça, quoi. Comme si c'était quelqu'un qui arrivait, qui débarquait en Guadeloupe, qui faisait de l'appropriation culturelle, enfin, vraiment tout ce que je déteste. Je te dis, bon, c'est le seul endroit où je me sens à ma place. Ben non, en fait, ça fait très vite le buzz, en Guadeloupe, parce que c'est une petite île. Et donc, je réponds que c'était de la foutaise, qu'il n'avait même pas eu la décence de me le dire en face. Surtout, j'écrivais surtout aux filles de Guadeloupe pour dire et aux femmes de ne pas arrêter de jouer, parce que je voulais vraiment que les filles sachent que j'ai fréquenté plus anciens que lui. Il n'y en a aucun qui m'a dit dégage, en fait. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on fait de leur héritage à eux ? Dans la musique traditionnelle, on a beaucoup de valeurs, de chansons sur l'honneur, sur le respect, sur le fait que le tambour, c'est ce qui fait qu'on est un peuple. Et donc, le fait de voir que les personnes qui font partie de cette communauté-là, qui sont censées préserver ces valeurs-là, ceux qui ont autorité sur la tradition actuellement et qui remplacent la génération des anciens d'avant, qu'il n'y en ait aucune qui monte au créneau pour dire « mais là, il va falloir qu'on fasse le ménage », j'ai perdu la foi en ma communauté, quoi. Et ça a été dur. Et donc en réaction, il y a eu pas mal de filles qui suivaient des cours depuis un moment ou qui ne se sentaient pas sûres d'elles, mais qui ont assumé à ce moment-là de s'afficher dans les Léoises en plein devant tout le monde, de prendre les tambours, voilà. Il y a eu un beau mouvement que j'ai suivi de loin et ça j'ai aimé, quoi. En 1993, le 16 avril 1993, un groupe de jeunes a décidé chez Mansoso de faire un Les Roses consacré uniquement aux femmes. Et nous, en 2016, je dis nous, c'est-à-dire un groupe de femmes et d'hommes qui fréquentaient la maison de Mansoso. Et on s'est dit, on reprend ça. On voulait redonner vie au lieu de Mansoso parce que Mansoso commençait à être un peu fatigué. On voulait ramasser un peu d'argent, remobiliser les gens. Et ce Les Roses a eu lieu en 2007. Mais on n'avait pas de groupe. Et un jour, moi je dis, mais ça me fait mal de voir qu'on a fait un truc comme ça et on pourrait continuer, pourquoi pas? Et on décide effectivement de continuer avec le groupe. Ah, c'est bien. Et l'une d'entre elles, Nicole dit, on va l'appeler Femme Kika, comme ça. Femme Kika, alors c'est des femmes qui font Femme Kika. Dédé adé la la, dédé adé la la la, dédé adé la la. Quand je suis rentrée dans Femme Kika, c'était une expérience musicale. C'était pas je suis dans un groupe de femmes. La conscience d'être dans un groupe de femmes, c'est venu après. Ce que j'aimais dans Femme Kika, c'est que déjà il y avait cet espace de liberté, c'est-à-dire que c'est un espace qui permettait aux femmes de chanter en lead et de ne pas simplement être répondées, et aux femmes d'être au tambour. Ensuite, dans Femme Kika aussi, on est des femmes à différents gabarits. Et ça aussi, c'était important parce que dans le gros cas, cette question-là ne se pose pas. La question du poids, ça ne se pose pas. C'est-à-dire ne pas être des espèces de reproductions complètement polissées et stéréotypées, mais d'être nous-mêmes et de n'avoir pas peur et honte d'être nous-mêmes. Et puis aussi ce travail aussi de recherche, de découverte et de discussion autour des titres qu'on choisissait. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu as compris avec des discussions, des fois qui pouvaient être
opposé jusqu'à l'heure actuelle. Les femmes Kika, ensemble, elles parlent tout le temps. Tout le temps. Donc, et c'est intéressant parce que ça permet donc de comprendre comment un chant peut avoir plusieurs lectures, plusieurs interprétations. Par exemple, il y a le Cléria. Quand on écoute l'histoire donc, de ce chant Cléria, c'est certainement un maître K qui a chanté ce chant qui lui a été certainement donné par une femme. Ou bien c'est un chant peut-être de femme qui, après, que certains hommes se sont appropriés. Il y a la voix de l'homme, donc Cléria, elle est partie. Cléria partie, Chaye ménage à moi, elle est partie avec tout ce que je lui avais offert, avec notre foyer, elle est partie. Donc je ne sais pas me consoler. Et puis il y a l'autre voix qui dit j'ai tellement souffert avec ce bourreau-là, j'ai tellement souffert avec cet homme-là, regardez ce qu'il me fait, il veut me tuer, donc il me frappe. Donc même si on a l'impression au départ que Cléria, c'est le chant d'un homme qui souffre d'une séparation, d'un chagrin d'amour, mais à l'intérieur de ce chant, il y a des femmes aussi qui chantent et qui racontent leur douleur, leur peine, etc. Donc c'est exactement ça, c'est que le morceau tel qu'il est actuellement, ça serait un mélange, une compilation de plusieurs voix qui sortent de loin et qui racontent beaucoup de réalité, en fait. Heureusement, je travaille déjà avec Femme Kika depuis 2011. Donc heureusement qu'elles m'ont appuyée. C'est elles qui m'ont permis de ne pas lâcher. Pendant 3 ans, j'ai joué sans vraiment une grande envie. Ça m'a coupé l'appétit, ça m'a coupé le sommeil. Ça m'a provoqué des bégaiements aussi. Ça a été infernal, ça a réglé. Et je bégayais pas tout le temps, mais c'est surtout quand ça touchait à cette affaire-là, ou à l'identité, ou à la musique, voilà. Heureusement qu'il y avait le petit lien avec les femmes. Et heureusement d'ailleurs que les filles m'ont poussé à continuer de jouer, parce que j'ai continué à jouer à contre-cœur, mais le fait de continuer à jouer fait que maintenant j'ai regagné le plaisir de jouer. Et puis aussi, ce qui fait tenir, c'est quand tu finis un spectacle et que tu as une maman qui vient te voir avec une gamine et qui te dit « ma fille est fan, elle veut jouer du cas, c'est mon marquage et tout ». Et voilà. Et ça, clairement, c'est que les gamines me voient jouer à la télé, dans les Woz, elles m'ont vue. Je sais que je suis dans le paysage, je sais qu'il y a des nanas aussi qui sont vues. Et plus des nanas sont vues, plus il y en a qui prendront les tambours. Et voilà. Et je sais que ça prend du terrain au fur et à mesure. Alors, je viens danser pour toi. Ah, ben je chante alors, je chante. Qu'est-ce que je chante? Mais non, t'as dit que tu dansais, bon. Je peux danser et chanter. Mais non, moi je chante pas de pays. Adunde, dunde, mawa. Adunde, yesine, mawa. Adunde, dunde, mawa. Assez, waya yo, panomeno anona, assez. Moins qu'à mander les répondait, levez la voix pour nous aller. Assez, waya yo, panomeno anona, assez. Moins qu'à crier les assistants, watch en main pour nous aller. Assez, waya yo, panomeno anona, assez. Pour tambouiller nous aller, jouer gros cas pour nous danser. Assez, waya yo, panomeno anona, assez. Oh, si nous menons anana, non est que mener au parlement. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Gary Salin. Illustration, Anna Vanda Gobusset. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Un grand merci à Charline, dont vous avez pu entendre le jeu soliste au tambour. Merci aussi à toutes les fans Kika pour votre confiance, votre accueil, votre générosité et votre joie. Merci aux organisateurs et participants du Les Woz de Baïf. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.
Sur la page d'un podcast à soi, vous trouverez le lien vers le site internet des fans Kika qui vont bientôt sortir leur 2e album. Je vous y note aussi les références de différents ouvrages écrits sur le Gwoka, notamment ceux de Marie-Hélène Lomuno, qui a aussi raconté la vie de la fameuse Mansoso. Vous pouvez nous écrire sur unpodcastasoi@artefrance.fr, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Facebook Arte Radio. Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes et enfantistes.